L'histoire du millefeuille territorial, elle commence en fait dès 1789, au moment où les révolutionnaires veulent éviter la possibilité d'une contre-révolution et donc veulent s'assurer d'un contrôle complet du territoire. L'État, qui est un État fort, on se souvient évidemment qu'il y a eu un débat entre Jacobins et Girondins, les Jacobins qui voulaient un État fort, centralisé autour de Paris, et les Girondins qui, eux, préféraient l'idée d'une France plutôt décentralisée, même si évidemment le mot n'est pas tout à fait de cette époque-là. Les Jacobins l'emportent donc et veulent s'assurer du contrôle de l'ensemble du territoire, et c'est pour cela qu'ils vont découper le territoire en deux échelons. Le département d'un côté, dont on connaît l'histoire, il va être plutôt tracé à la règle, ce département, tracé à la règle de manière à ce que le préfet, le représentant de l'État, puisse traverser ici ce territoire en une journée de cheval. Donc c'est pour ça que ces territoires sont à la base vraiment tracés tout droit, dans des carrés qui sont globalement identiques, quel que soit le territoire, et ces territoires vont être ensuite sus-découpés en communes, de manière à ce que ce représentant de l'État soit informé en temps réel de ce qui se passe sur chacun des petits territoires. Alors ces communes, très vite, elles vont plutôt être petites, puisqu'elles vont être tournées autour de la notion de paroisse, donc elles vont être tournées autour de l'église. Ces communes, très rapidement, elles vont être assez morcelées. Et voilà comment eh bien, on a ce découpage historique qui correspond globalement au découpage actuel de la France. Ces communes et ces départements vont petit à petit avoir un exécutif élu, d'abord le département, puis la commune, mais la commune, dès 1884, au moment où son effectif va donc être élu, son exécutif pardon, va être élu, eh bien, dès 1884, cette commune va être érigée au rang de collectivité territoriale. En tant que collectivité territoriale, elle va avoir des compétences propres, mais elle va aussi et surtout avoir une clause de compétence générale. La commune va pouvoir agir sur son territoire en dehors des compétences qui lui sont transférées si elle estime qu'il y a un intérêt local à le faire. Donc ça, c'est l'idée de la clause de compétence générale. La commune, elle va obtenir cette clause de compétence générale et par ailleurs, eh bien, la commune, elle va avoir comme compétence très rapidement la gestion de la commune, la gestion de son territoire communal. Cette histoire va très vite prendre ensuite un autre échelon, l'échelon de l'intercommunalité. En effet, les communes vont avoir très rapidement des missions qui vont être délicates à opérer sur la taille qui sont les leurs, sur cette taille qui sont donc celles historiquement d'une paroisse, et elles vont vouloir collaborer avec leurs voisines. C'est dans ce cadre-là que l'intercommunalité va naître, puisque dès 1890 apparaissent les SIVU, les syndicats intercommunaux à vocation unique. Ces SIVU vont accompagner les communes dans la possibilité de mettre en place notamment des grands réseaux comme l'eau, l'électricité. Et c'est comme cela qu'on va décider en 1959 de leur donner la possibilité de faire plusieurs choses, de plusieurs actions qui sont mises en commune entre différents territoires, différentes municipalités voisines. C'est ce qu'on va appeler les SIVOM, les syndicats intercommunaux à vocation multiple. Cette intercommunalité, elle va ensuite se renforcer par une intercommunalité plus solide, plus durable, ce qu'on va appeler les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les EPCI, comme on les appelle aujourd'hui. C'est notamment dans ce cadre-là que vont apparaître les communautés urbaines. Dès les années 60, dès 1964, on va avoir donc des communautés urbaines. Alors avant que l'intercommunalité se renforce, il va y avoir une vraie révolution territoriale, évidemment, ce qu'on va appeler par la suite l'acte 1, les lois de fer. Ces lois de fer qui vont donc libérer le département de la tutelle de l'État pour en faire une collectivité territoriale à part entière et qui vont également constituer une autre collectivité territoriale qu'est la région. À ce moment-là, le millefeuille territorial est déjà pratiquement complet. On a des communes, on a de l'intercommunalité, on a des départements et on a la région, tout en ayant toujours un État fort. Par la suite, ce millefeuille territorial va continuer à se développer, notamment au niveau de l'intercommunalité. En 1992, la loi ATR, Administration territoriale de la République, va créer les communautés de communes. Et en 1999, la loi Chevènement va parachever ce mouvement intercommunal en créant les communautés d'agglomération, mais surtout en créant une incitation fiscale à l'entrée en EPCI. Et c'est pour ça que les communes, très vite, vont entrer en EPCI, puisqu'avant la loi du 16 décembre 2010, pratiquement 90% des communes sont d'ores et déjà en EPCI. Alors la loi du 16 décembre 2010, elle par contre, va vraiment renforcer ces EPCI, puisqu'elle va rendre obligatoire
l'adhésion à un EPCI. Obligatoire au 1er juin 2013, toutes les communes devront être en EPCI, sauf les communes qui sont isolées par nature, que sont les communes comme Ouessant par exemple, situées sur une île, et les communes situées en petite couronne parisienne qui vont elles attendre le Grand Paris au 1er janvier 2016. Par la même occasion, cette loi du 16 décembre 2010, elle crée deux nouvelles formes d'intercommunalité. D'un côté, elle crée les métropoles qui vont prendre du temps à émerger, qui vont d'ailleurs prendre pas mal de temps, puisque après cette loi de 2010, il y a seulement une métropole de créer, celle de Nice, et une en chantier, celle de Lyon. Et il faudra une autre loi, la loi MAPTAM, pour vraiment renforcer cette intercommunalité qu'est la métropole, notamment par tout simplement une obligation pour les communes de plus de 400 000 habitants d'entrer dans ce statut. C'est comme ça que des communes comme Lille, comme Rennes, comme Nantes, comme Rouen, comme Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Marseille ou encore Grenoble, Lyon ou Strasbourg vont vraiment définitivement entrer dans ce mouvement de métropole, et évidemment aussi ce fameux Grand Paris qui est venu se surajouter. Et puis par ailleurs, la loi de 2010, elle a aussi créé des pôles métropolitains qui permettent à des EPCI à fiscalité propre de coopérer entre eux, notamment pour des compétences de tourisme, d'économie, d'attractivité du territoire. Ces pôles métropolitains, eux, vont se développer relativement rapidement et vont devenir donc une nouvelle strate, et c'est comme cela qu'on a ce millefeuille territorial assez complexe. Alors ce millefeuille territorial, il est complexe parce qu'il y a beaucoup de strates, il est aussi et surtout complexe parce qu'il y a beaucoup de collectivités ou d'établissements publics dans chacune de ces strates. Par exemple, il faut savoir que les communes françaises sont au nombre de plus de 36 000, pratiquement 37 000, 36 000 bien tassés, et que la commune médiane en France fait à peu près 430 habitants, là où par exemple en Belgique, une commune médiane c'est 13 000 habitants. Une commune moyenne en France, c'est 1700 habitants, là où en Allemagne, c'est 7000 habitants. Donc des territoires qui sont petits, qui sont morcelés, et qui sont aussi présents après sur des EPCI eux-mêmes assez morcelés. Alors, par exemple, en 2010, il y avait 2409 communautés de communes. Il y en a aujourd'hui plus que 1884, au 1er janvier 2015. Il y avait à ce moment-là aussi seulement 181 communautés d'agglomération. Il y en a aujourd'hui 226, donc ce mouvement amène de plus en plus de grands EPCI à voir le jour. Et puis on voit aussi également que le nombre de SIVU et de SIVOM était extrêmement nombreux. Alors il faut savoir qu'il y avait 10 789 SIVU en 2010, il y en reste 8 392 après un vrai travail de rationalisation. Et puis il y avait par la même occasion, il y avait 1395 SIVOM et il y en reste 1185. Donc ici, le nombre de SIVOM a très peu diminué. Les syndicats mixtes étaient 3194 en 2010. Ils sont encore 2100 pour les syndicats mixtes fermés et 925 pour les syndicats mixtes ouverts, c'est-à-dire pratiquement le même nombre. Voilà, ce millefeuille territorial est maintenant complet devant vos yeux. On voit ici sa difficulté et on voit ici comment on a du mal à le réformer. Il y a aussi, vous le savez, par-dessus 101 départements, 27 régions. Alors ces régions, on en a diminué le nombre, puisque les 27 régions sont 22 régions en métropole et 5 outre-mer. Il restera les régions outre-mer, même si des modifications sont prévues. Et puis, il y aura par la même occasion une réduction en métropole, par contre, de 22 à 13 régions. Mais le millefeuille territorial reste évidemment complexe, comme vous pouvez le voir.